Bon, alors bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être présents aujourd'hui. Nous sommes 18 participants. Ah, Madame Franquet qui vient d'arriver. On va la mettre. Voilà. C'est vrai que c'est pas facile parce qu'on doit parler en même temps que gérer les écrans d'entrée et de sortie. D'abord, bon, remerciement à tous les élus qui ont œuvré pendant ce mandat de plus de 6 ans. C'est vrai que c'est un engagement d'être élu important pour cette ville et malgré parfois les propos, ça, on a travaillé ensemble et merci de votre présence, de votre attitude, de votre engagement citoyen. Je voulais remercier aussi tout le personnel de la ville. C'est important parce que aussi pendant ces 6 ans, ils ont servi Ferdinand Voltaire et nous ont subi parfois. Alors, grand merci à toute l'équipe, à tous les services de la mairie, à sa directrice des services, et on en parlera encore. Un merci aussi au conseil municipal des jeunes qui ont appris, avec qui j'ai appris aussi beaucoup de choses. Donc voilà, on va lancer ce dernier conseil municipal du 9 juin 2020. Par la désignation d'un secrétaire de séance, je vous propose le vote sur Stéphane Grattaroli. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je fais tout à la fois. Madame Diacek nous rejoint. Donc, Monsieur Stéphane Grattaroli, vous êtes secrétaire de séance. On va passer cette fois-ci à l'approbation du procès-verbal de la séance du 28 avril 2020. Y a-t-il des remarques? Monsieur le maire, Monsieur Grattaroli. vous avez pas fait l'annonce des procurations? C'est vrai, merci, vous voyez comme quoi je perds la tête. Non, pas encore. Pas encore. Alors, Madame Combe, merci de votre appel. Madame Combe, Marina pour Monsieur Vonner. Madame Léger, Aurélie pour Monsieur Ayot-Christian. Madame Truchet, Jocelyne pour Monsieur Philippe de Pierre-Marie. Madame Sabara Corinne pour Madame Mouni Valérie. Madame Devauchel pour Monsieur Li Chanji. Je n'ai pas d'autres procurations pour l'instant. Et j'ai pas de message autrement. Donc, on va continuer ce message cette fois-ci par l'approbation du dernier procès-verbal du conseil municipal du 28 avril 2020. Y a-t-il des remarques? Je ne vois pas de remarques. On va passer au vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Tout le monde est d'accord. Je vous remercie. Je vais donner la parole à Stéphane Grattaroli pour la convention de fonctionnement et de subventionnement pour l'année 2020 avec le personnel. À vous, monsieur Grattaroli. Il y a de Larsen. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, selon l'article numéro 1 du décret 2001-495 du 6 juin 2001, qui prévoit l'obligation de conclure une convention avec les associations qui perçoivent une subvention dont le montant annuel est supérieur à 23 000 euros, considérant que l'amicale du personnel communal bénéficie de subventions pour un montant supérieur à 23 000 euros, soit 44 334 euros pour l'année 2020, il est proposé au conseil municipal d'approuver la conclusion pour l'année 2020 de la convention avec l'amicale du personnel communal définissant l'objet, le montant et les conditions d'utilisation de la subvention attribuée par la commune et d'autoriser le maire ou l'un de ses adjoints à signer les dites conventions et de tous les documents s'y rapportant. Merci, Stéphane. Je vais peut-être compléter Il y a de l'écho là, ça fait mal aux oreilles. Emmanuel, il faut que tu coupes ton micro vu que tu es dans la même pièce que Daniel. Merci. C'est coupé là. Donc, je répète, cet accord avec l'APC est survenu
pour une réduction de la subvention. Pourquoi? Ils n'avaient pas utilisé les subventions des années précédentes et on était dans un phénomène de thésaurisation. Donc, on a bien compris avec eux qu'il fallait d'abord qu'ils utilisent ces moyens communaux en accord avec la mairie d'Ornay, qui est dans le même régime de l'APC et le CIVOM, pour revenir à une situation normale de budget, ce qu'ils font actuellement. Bon, ils ont été un peu empêchés cette année par l'épisode de la pandémie, mais on a trouvé un équilibre de façon à ce que toute l'action sociale de l'APC puisse se réaliser. Je vous donne la parole. Bon, s'il n'y a pas de demande de parole, on va passer au vote. Y a-t-il des oppositions? Pas d'opposition. Des abstentions? Madame Franquet? Non, non. Donc, cette délibération est acceptée. Je vous remercie. On passe cette fois-ci à l'exonération des droits de terrasse et des droits de place pour le mois de mars, avril, mai et juin 2020. La parole est à Monsieur Vonner. Mesdames, Messieurs, chers collègues, bonsoir. Donc, note de synthèse numéro 4. Dans le contexte de crise sanitaire engendrée par le Covid-19, les mesures de confinement imposées par l'État ont une répercussion évidente sur l'économie locale, et plus particulièrement sur les commerçants et artisans exerçant sur la commune de Ferney-Voltaire. La loi d'urgence du 23 mars 2020 et les ordonnances du Conseil des ministres du 25 mars 2020 présentent un certain nombre de mesures de nature économique permettant un accompagnement financier au profit des agents économiques. Par ailleurs, l'article 22-24 du Code civil permet aux collectivités publiques de différer l'émission de titres de recettes pendant 5 ans à compter du fait générateur sans exposer ces recettes à un risque de prescription. La commune de Ferney-Voltaire souhaite aller plus loin et propose d'exonérer les commerçants et les artisans qui ont fait la demande du paiement des droits de place et terrasses pour les mois de mars, avril, mai, juin 2020, correspondant à une période estimée pendant laquelle les commerçants et artisans seront durement impactés par le confinement. L'exonération de l'ensemble des droits redevables portant sur les 3 mois cités est donc estimée à 32 205 €. Droits de terrasse 2 272,50 € et 22 932,50 € pour les droits de place. Il viendrait bien sûr en déduction des recettes de la commune qui avaient été budgétées dans ce cadre-là. Il est donc proposé au conseil municipal d'exonérer de manière définitive de droits de place et terrasses pour les mois de mars, avril, mai, juin 2020 sur demande expresse des redevables, dont la liste est disponible sur demande auprès du service de la police municipale. Il est proposé au conseil municipal d'approuver la mesure de soutien économique à destination des commerçants et artisans qui exercent une activité économique sur la commune de Ferney-Voltaire par une exonération des droits de place et terrasses sur la période de 4 mois. Bien sûr, sur leur demande expresse. D'autoriser le maire ou l'un de ses adjoints délégués à signer tout document s'y rapportant. Monsieur le maire. Merci, M. Vonner. Je donne la parole à l'Assemblée. J'ai une demande de parole de Mme Franquet, une parole de M. Kessler. Mme Franquet. Oui, je ne comprends pas la différence entre. Enfin, on nous demande de voter sur 2 points et je ne comprends pas la différence. Moi, j'ai cru que c'était une erreur de frappe et que c'est le même paragraphe qui avait été répété 2 fois. Et quelle est la différence entre les deux? Et chaque fois, il s'agit des droits de place et de terrasse pour les mois de mars, avril, mai, juin. Alors, si je peux vous répondre, Mme Franquet, les droits de place, c'est aussi les droits du marché. Il y a les droits de terrasse, ce que vous connaissez en ville, c'est-à-dire là où on met des chaises, etc. Et les droits de place, c'est les droits du marché. Donc, on exonère aussi, pour cette période, les droits de marché. Mais dans les 2 cas, il est écrit, on parle des droits de place et terrasse. Oui, c'est ça. Dans les 2 paragraphes, donc je ne comprends pas pourquoi on nous demande de voter. Parce que ce sont 2 choses différentes. On exonère la délibération, c'est sur les droits de place et les droits de terrasse. Et on a besoin de 2 délibérations, enfin d'une délibération qui précise les 2 choses. Les droits de terrasse, ce sont nos commerçants avec, la plupart ce sont des bars ou des restaurants
de Ferney Voltaire qui utilisent des terrasses. Et le reste, ce sont principalement les commerçants du marché. La somme totale, elle est bien de 32 205 €, répartie, on l'a dit, sur 2 272 € pour les droits de terrasse et 29 932 € pour les droits de place. Vous voulez dire que le premier paragraphe concerne les commerçants du marché, le deuxième les commerçants de Ferney? Tout à fait. Ah bah c'était pas, excusez-moi, mais une fois de plus, la rédaction n'est pas claire. Enfin, franchement, ça pouvait être dit, c'était simple de l'ajouter. Parce que on peut pas, enfin, tel que c'est rédigé, on peut pas le comprendre. Écoutez, les services apprécieront, mais bon, pour l'instant, pour moi, c'était relativement clair. Mais Sur demande express des redevables, on ne sait pas qui sont les redevables. Il faut préciser que ce sont les commerçants du marché. Voilà, maintenant, on a compris. Il y a d'autres droits de place et droits de voirie qu'on peut mettre aussi en place. Mais bon, là, si vous voulez, je précise que les droits de place touchent principalement les commerçants du marché. Voilà. Monsieur Kessler. Sur les droits de place et les terrasses, je pense qu'il y a là, on est vraiment dans des interrogations sur le monde d'après qui me semblent intéressantes. Donc, à la veille d'une élection, c'est peut-être pas bien de dire ça, mais je pense que les choses vont dans le bon sens de ce point de vue-là au niveau municipal. Donc, vous apprécierez le compliment, notamment au niveau de l'agrandissement des terrasses par rapport à la Grand Rue. Je pense que c'est une chose qui est intéressante et qui va permettre peut-être d'être un laboratoire de nouvelles pratiques. Il paraît que même dans votre équipe, des gens qui n'étaient pas tout à fait convaincus par l'évolution vers le piéton et vers la réappropriation de la ville par les habitants voient la mesure de manière positive. Et en fait, j'en profite pour poser une question sur l'élargissement des terrasses pour les personnes qui n'appartiennent pas à la Grand Rue, et notamment pour la pratique qui existe dans d'autres villes d'utiliser les places de parking éventuellement comme prolongement de terrasse de manière à pouvoir les agrandir l'été. Ça se passe à Lyon, ça se passe à Grenoble, ça pourrait aussi se passer à Ferney Voltaire. En tout cas, quel est votre point de vue sur le sujet? Voilà. Alors, merci pour vos compliments. On a mis en place ces terrasses éphémères dans la rue à titre expérimental. Je trouvais, et pour ça, on a pris 2 arrêtés, un qui va jusqu'au 15 juillet et l'autre jusqu'au 15 septembre, pour permettre justement aux commerçants de s'étendre. De plus, on a fermé cette rue à partir de 17h45, et croyez-moi, c'est toujours difficile d'avoir l'accord de tout le monde. Et ce que vous dites est tout à fait juste, c'est-à-dire ça doit toucher tout Ferney Voltaire. Et si les places, et si le stationnement permet, je dirais, en toute sécurité aux commerçants de s'étendre, ben oui. Mais bien entendu, il faudra trouver un accord global avec tous. Et moi, j'adhère à ça. Et on a vu, hélas, on a du très mauvais temps actuellement. Le mardi où on a ouvert et que le temps était favorable, toute la rue s'est animée et c'était, je pense, tout à fait positif. De plus, on a vu du calme aussi arriver dans la cité. À nous de mesurer, d'expérimenter ça. Je crois que cette expérience de quelques mois va nous servir. Madame Franquet. Oui, je voulais dire aussi que je trouve très bien de fermer plus la Grand Rue. Enfin, sinon, c'est pas encore une fermeture complète, mais disons ça progresse. J'espère que la future municipalité, quelle qu'elle soit, rendra ces décisions définitives, que ce soit pas provisoire. Et par contre, j'aimerais aussi que si la rue est fermée aux voitures, enfin, elle est plus fermée en tout cas, si ce n'est complètement, qu'elle ne soit pas fermée aux vélos par contre. Parce que tel que c'est organisé aujourd'hui, c'est plus très clair si les vélos ont le droit de passer ou pas quand il y a les barrières en travers de la rue à chaque bout. Et ça devrait être clair, disons, il faudrait vraiment laisser un passage pour les vélos. Alors, j'ai 2 réponses, Madame Franquet. C'est que les vélos roulent relativement très vite dans cette rue et on le voit tous les jours. Et le mariage terrasse, piéton, enfant avec des vélos qui passent relativement vite m'inquiétait. Alors, il faut laisser la place aux vélos,
faut qu'on s'interroge sur leur place dans cette rue, de façon à sécuriser les piétons. On l'a vu, il y avait beaucoup d'enfants dans cette rue-là, et je suis relativement inquiet sur parfois la conduite des vélos dans ce secteur. Je suis d'accord avec vous, il faut qu'on laisse au vélo, peut-être différemment, mais avec une vitesse réduite et un circuit bien matérialisé. Alain Franquet. C'est le principe de l'espace de rencontre, parce que cette rue, légalement, ça s'appelle un espace de rencontre où tous les piétons et les vélos doivent cohabiter, mais effectivement, il faut que les vélos limitent leur vitesse. On est d'accord là-dessus. Étienne, tu as demandé la parole. C'était pour réagir sur les deux questions précédentes, c'est-à-dire que à la fois, là on parle de fermeture de la grande rue et d'extension des commerces. Je pense qu'il faut à la fois replacer ça dans une perspective plus globale. On ne peut pas se permettre de piétoniser la grande rue tout le temps, juste comme ça. Ça doit être pensé, et ça sera pensé d'ailleurs comme dans une perspective de plan de circulation globale du centre-ville. Il faudra tout repenser la circulation autour, pas juste se contenter de passer la grande rue piétonne, ça serait trop facile. Sur la question des places, des terrasses qui prendraient les places de parking, je pense que là, à l'inverse, il faut réfléchir au cas par cas. Il y a des endroits où les places de parking ne permettent pas du tout, ne sont pas du tout utiles au fonctionnement des commerces et des terrasses qui sont à côté. À d'autres endroits, moi je pense par exemple au centre du Levant, si on devait s'étendre sur le parking qui sert justement à ces commerçants, je ne suis pas sûr du tout que le fonctionnement des commerces de ce centre en serait favorisé. Donc c'est quelque chose qui va être réfléchi à chaque fois dans des situations particulières. Voilà, l'expérience de la grande rue est pas mal, on peut commencer à voir, mais il faudra faire attention sur les leçons qu'on en tire. C'est sympa les bisous que tu me fais, Jean-Loup. Peut-être pour te répondre, si je parle du Levant, les parkings sont privés, donc sur l'espace du Levant, hein, principalement. Donc le Levant peut s'organiser différemment. Et bien entendu, si le Levant, on les aidera. Monsieur Casquer, à vous. J'allais dire la même chose que vous, en fait, sur les places privées au niveau du Levant. Non, je pense qu'il faut vraiment avancer sur ce sujet en n'ayant pas peur, en fait, de l'envisager de manière courageuse, quoi, parce que effectivement, on rencontre des blocages et puis, c'est pas toujours des blocages pertinents. Parfois même, certains commerçants pensent que ça va leur porter préjudice, alors qu'en fait, pas tout à fait. Et après, d'accord pour dire que ça doit aller de pair. Je pense que c'est très important avec la redéfinition de la circulation dans l'ensemble de la ville. Et puis d'accord aussi pour dire que finalement le problème c'est que le concept de vélo actuellement est en train d'englober des choses de plus en plus différentes. Le vélo classique et le vélo à moteur électrique, c'est pas les mêmes vitesses et c'est pas les mêmes problèmes. Et là-dessus, je pense que vous êtes un petit peu dépendant pour prendre des décisions de la législation nationale. Juste une chose pour dire, faire du cas par cas. Le problème après, c'est aussi celui de l'équitabilité, quoi. Quand on met en place la possibilité pour les commerces de louer des places de parking pour en faire des terrasses, il faut que chacun s'y retrouve. Et puis ça pose aussi parfois des problèmes de cohabitation avec le voisinage. Voilà ce que je voulais dire. Ouais, je pense que vous l'avez dit, on est dans une période d'expérience sur ces nouveaux usages. Cette période du Covid nous fait changer aussi. Y a-t-il d'autres demandes de parole? Pas d'autres demandes de parole? Monsieur Casquer, encore vous? Mais excusez-moi, j'ai une question en fait. C'est en fait avec l'élargissement des terrasses dans la grande rue, est-ce que ça change la définition de la superficie du marché? Alors, on rencontre un problème entre le marché hebdomadaire. Vous avez vu qu'on a déplacé une partie du marché pour éviter justement, pour permettre l'extension de ces terrasses le samedi. Nous sommes en discussion avec des commerçants qui ne souhaitent pas la fermeture de cette grande rue parce que ça touche à la pérennité de leur commerce. On voit bien, et c'est pas nouveau cette difficulté.
d'avoir sollicité les commerçants pour fermer cette rue à 17h45, ça a été un travail très fort, en tout cas de ma part. Bon, ils l'ont accepté et ils ont compris qu'il y avait un vrai intérêt. Après, de le fermer tout le temps, c'est plus compliqué pour eux. Quant au marché hebdomadaire, là aussi, ce samedi, il a été ouvert pour les produits manufacturés. On a dû reporter les commerçants de cette rue sur d'autres sites. Et je m'interroge aussi sur la possibilité de modifier les emplacements du marché. Mais ça nécessite aussi un travail avec les commerçants du marché qui ont des droits. S'il n'y a pas d'autres demandes, on va passer au vote. Y a-t-il des oppositions par rapport à cette exonération? Pas d'opposition. Des abstentions? Pas d'abstention. Je vous remercie. On passe cette fois-ci au marché de prestations juridiques. Je donne la parole à Madame Hunal. Bonsoir. Donc, la note de synthèse numéro 5 concerne la sélection de candidats pour le marché de prestations juridiques dans le cadre d'une procédure adaptée restreinte. Le précédent marché des prestations juridiques s'achève le 27 juillet 2020. La commune a lancé un appel à candidature pour conclure un accord cadre à bon de commande. Donc, ce marché de prestations juridiques recouvre conseil juridique et représentation en justice a été alloti. 2 lots ont été définis. Le lot 1 qui est le droit de l'urbanisme et droit de l'aménagement et le lot 2 qui est affaires juridiques générales, droit administratif, privé et pénal. 13 candidats ont répondu, dont 12 sur le lot 1 et 9 sur le lot 2. Une commission ad hoc dont les membres sont issus de la commission d'appel d'offres s'est réunie le 14 mai dernier et il est proposé ce soir au conseil municipal de retenir les cabinets dont vous avez la liste dans la note de synthèse au verso selon les critères énoncés dans le règlement de consultation, c'est-à-dire la capacité technique et professionnelle, les moyens humains et références, donc, et la capacité économique et financière. D'autoriser Monsieur le maire à inviter ces cabinets sélectionnés à proposer une offre avant le 6 juillet 2020. Ces offres feront l'objet d'un avis de classement par la même commission ad hoc selon les critères tenant à la qualité de l'offre, compétences et méthodologie. Donc nous pouvions retenir entre 5 et 6. Nous avons décidé lors de la commission d'en retenir 6. Donc, vous avez le nom des six cabinets retenus pour chacun des lots. Et évidemment, tous les dossiers et candidatures sont consultables au service juridique. Très bien. Y a-t-il des commentaires par rapport à cette présélection? Pas de commentaires. On va passer au vote. Y a-t-il… Monsieur Mélan. Et je voulais simplement savoir si les cabinets qu'on a actuellement font partie du lot. Certains n'ont pas. Il y a un cabinet. Certains n'ont pas postulé. Il y a un cabinet qu'on connaissait, avec qui qu'on a travaillé. Nous avons absolument suivi les recommandations et puis selon les critères que je vous ai énoncés, qui sont dans la note de synthèse. Et vous pouvez accéder au dossier, Monsieur Mélan, si vous ne l'avez pas déjà fait. Non. Bon, comme d'habitude, on le répète, je vous donnerai la parole, Monsieur Rigaud. On trouve beaucoup de cabinets parisiens ou lyonnais. Hein. Monsieur Rigaud, la parole est à vous. Monsieur Rigaud, votre micro. Vous n'avez pas activé votre micro, Monsieur Rigaud. Voilà. On ne vous entend pas. On n'entend pas. Pas l'activer, donc j'ai pas de problème. Voilà. Vous m'écoutez là? Oui, on vous entend maintenant. Je disais, merci, excusez-moi. Effectivement, il y a un des cabinets actuels qui n'a pas été retenu, qui n'a pas suivi, en fait, qui n'a pas non plus conclu pour l'appel d'offres en question. On n'entend rien du tout. Tu peux parler plus fort?
Il y a un des cabinets, je crois que c'est celui des affaires juridiques générales, qui n'a pas souhaité redéposer sa candidature. D'accord. Oui, c'est le C'est le cabinet cabinet qui a Cossalter. instruit. Pardon? C'est le cabinet Cossalter. Voilà, Cossalter, oui. S'il n'y a pas d'autres questions, on va pouvoir passer au vote. Y a-t-il des oppositions par rapport à cette présélection? Pas d'opposition, pas d'abstention. Je vous remercie. Cette fois-ci, on passe aux demandes de remboursement des locations des salles communales non utilisées. La parole est à Monsieur Lee. Oui, bonsoir. Afin de protéger la population et d'éviter la propagation du coronavirus, la ville de Ferney-Voltaire, en accord avec les préconisations du président de la République et du gouvernement français, a suspendu depuis le 16 mars 2020 et jusqu'à nouvel ordre la location des salles communales. 2 demandes de location se situant dans cette période de fermeture ont été effectuées. Les locataires se voyant dans l'impossibilité de réaliser leurs événements, demandent le remboursement du montant de la location de la salle et du matériel. Nous avons Madame Legge qui a effectué une réservation de la salle communale des Marmousets pour y organiser une manifestation le 7 juin 2020 pour un montant versé par chèque de 105 euros. Nous avons aussi l'association Back to Walk Léman qui a effectué une réservation de la salle communale du Levant pour organiser une manifestation le 24 mars. Et le montant versé était de 380 euros avec un chèque de 100 euros également pour la location du matériel de sonorisation. Donc, il est proposé au conseil municipal ce soir de se prononcer sur la demande de remboursement de 105 euros pour la location de la salle des Marmousets de Madame Legge, de se prononcer sur la demande de remboursement de 380 euros pour la location de la salle du Levant et de 100 euros pour la location du matériel de sonorisation à l'association Back to Walk, de charger le maire ou l'un de ses adjoints délégués de la mise en œuvre de la décision prise. Je vous remercie. Y a-t-il des questions par rapport à ça? L'idée, c'est de rouvrir les salles communales. Elles sont ouvertes. Le dernier décret nous permettent. Monsieur Kessler. Oui, j'avais demandé à l'occasion du dernier conseil municipal, pardon pour cette catastrophe, j'avais demandé à l'occasion du dernier conseil municipal si, une bêtise, excusez-moi, voilà. À l'occasion du dernier conseil municipal, si on pouvait avoir la liste, ou si on pourrait mettre en ligne d'ailleurs la liste des différentes salles municipales, locaux, qui peuvent être loués ou non, qui font l'objet ou non d'une convention, parce que au lendemain en fait de la crise du Covid-19, il y a quand même beaucoup d'acteurs associatifs et d'acteurs non associatifs d'ailleurs qui s'interrogent sur l'existence de ces locaux, la manière dont ils sont accessibles, la façon dont ils peuvent être utilisés. Et voilà, donc je pense que ça serait une mission de salut public de pouvoir permettre d'accéder à ça aux citoyens. Et que je l'ai demandé, on me l'a pas envoyé. Alors, sauf erreur de ma part, hein, peut-être je me trompe, j'aimerais bien obtenir une liste de ce type. Bon, la liste existe, vous l'avez, je dirais, auprès de Muriel Clavel, et avec le système de location, c'est tout à fait transparent. On a une liste des salles qui sont en location ou en prêt. Elle existe depuis très très longtemps. Alors, peut-être on va vous l'imprimer si vous le souhaitez. Étienne, tu auras la parole après. Mais il n'y a pas de problème là-dessus. C'est les conditions de location, de prêt, etc. La salle du Levant est bien connue pour ça, mais il y en a d'autres. Après, les salles, pendant cette période de Covid, étaient fermées. On ne pouvait pas les utiliser, c'est ce qui a été fait. Et c'est seulement à partir du 31 mai qu'on a eu les décrets d'ouverture et qu'on a rouvert les salles. Mais pas de problème, vous aurez cette liste. Mais elle existe déjà auprès de Muriel Clavel qui vous la fournira. Monsieur Kessler, pour compléter. Excusez-moi, en fait, bien évidemment, il ne s'agit pas seulement de la liste des 3 salles, salle du Levant, Pré les Jardins et celle de la piscine. Il s'agit d'une liste plus vaste des locaux disponibles
actuellement, voire qui pourront l'être demain, parce qu'on sait très bien qu'il y a aussi du mouvement dans ce domaine-là. Donc, je pense que ce serait important d'avoir une transparence là-dessus, quoi. Voilà. Alors, vous avez oublié certaines salles, les Marmousets, par exemple, la salle aussi, la salle polyvalente au-dessus de l'école Florian. Tout ça, ce sont des salles qui sont disponibles pour tous, mais il n'y a pas là-dedans de rétention, hein. On a ce qu'on peut louer, puis après, il y a je dirais, ce qui Les salles appartient de à la spectacle commune. qui sont en convention, les autres salles qui sont peut-être en convention, que voilà. Alors oui, faire des salles, vous c'est bien ça. prenez le conservatoire ou plein de salles qui là-dedans, mais il y a un inventaire qui est fait et qui est à votre disposition, sans problème. Étienne, Oui, juste pour les salles qui sont en location, dis-le après. pour les salles qui sont à disposition du public, sur le site de la mairie, on trouve la liste des 5 salles. Je t'ai remis le lien dans le chat. Et il y a aussi, quand tu regardes, tous les tarifs qui sont mis sur chaque salle en fonction de tout ce que tu peux faire en option, pas en option. C'est assez long. Ça, c'est assez détaillé. Et puis après, en effet, pour chaque association qui dispose d'un petit local, là, c'est quelque chose d'assez long. On voit passer ces trucs-là dans les commissions quand on fait demande de subvention. On a les salles mises à disposition avec les superficies et tout ça. Je suppose que tu vas passer ça dans les comptes rendus de commission, puisqu'on les fait passer, en particulier les comptes rendus de commission culture. Voilà. Après, c'est un peu de recollement, je te l'accorde. Un inventaire ne serait pas forcément de trop. Elisa, Oui, je complète juste ce que dit Étienne, parce qu'il a répondu en partie, enfin, c'est une partie de ma réponse, c'est que les salles, il ne faut pas mélanger les salles associatives dont bénéficient les associations, les théâtres qui sont sous convention et les salles qui sont à la location pour les citoyens. Les salles qui sont à la location, comme vient de le dire Étienne, elles sont sur le site internet, elles sont listées ainsi que les tarifs. Pour les salles associatives, les associations sont au bénéfice de ces salles-là et lors de la commission culture, on en parle évidemment, mais on en parle aussi sur le tableau des subventions, puisque chaque association subventionnée est mentionné le local qu'elle a ainsi que les mètres carrés. Mais ça, il ne s'agit pas pour les associations de les louer et encore moins de faire des sous-locations. Ce n'est pas possible ça. Et puis il reste les théâtres et je rappellerai juste que sur les conventions de théâtre, en tout cas, quand il y a des conventions, ça passe devant le conseil municipal, puisque certaines conventions ont été votées par le conseil municipal. s'il n'y a plus d'intervention, avec toutes ces remarques, on va passer au vote. Y a-t-il des oppositions à ces demandes de remboursement? Pas d'opposition, des abstentions? Je vous remercie. On passe aux 2 derniers points qui concernent les demandes de subventions pour des projets de maillage transfrontalier en mobilité douce. Alors, sur les 2 côtés, que ce soit sur la planche brûlée, route de Mérin, route de Matignon, que l'autre projet, c'est bien la volonté pour nous d'une liaison est-ouest, c'est-à-dire c'est Versoix-Mérin, avec un travail de collaboration avec les mairies de Collet-Bossy, de Versoix, de Bellevue et de Mérin. On verra aussi le travail qui est en train de se nouer avec, Grand Saconnet, mais c'est autre chose. Donc, ce soir, ce qui vous est demandé, c'est de nous autoriser à demander des subventions des ETR et d'autres subventions, en particulier le Fonds national vélo, mais qui est beaucoup plus difficile à avoir, c'est une demande qui est beaucoup plus précise en technique et qui viendra par la suite. Donc, ce qui vous est proposé aujourd'hui, c'est dans le premier sujet, c'est une piste cyclable qui est envisagée sur une longueur de 840 mètres, qui permettra de rallier le carrefour du Bizou à l'avenue Auguste François Dubois, en collaboration avec nos collègues de Mérin, qu'on va rencontrer à nouveau, qui relancent leur projet sur leur territoire. Ce projet, il est divisé en 3 tranches de travaux qui vous sont indiquées sur le plan fourni. La ville de Ferney-Voltaire, on est en train de finaliser la maîtrise foncière. J'ai signé une convention pour les derniers mètres carrés sur une zone de 2186 mètres
qui touche le Novotel au projet Garden Park. Sur les autres portions, on a aussi des repositionnements de pistes cyclables. On a mandaté l'expert forestier pour voir comment on peut requalifier la haie pour faire passer d'un côté les piétons et la piste cyclable. On est bien sur les pistes. Nous avons travaillé aussi avec le département sur le passage du carrefour à feu, des doubles carrefours à feu. On est à 16 000 véhicules jour dans cette portion, c'est énorme. Nous avons aussi travaillé sur la zone de Bois-Candide avec 2 accès sur la nouvelle voie et sur une voie latérale qui est piétonne. Donc, on a un estimatif relativement important sur les travaux. Sur les 840 mètres, c'est à peu près 407 000 euros qui sont estimés. Le coût total de l'opération, c'est 558 780 euros, toutes taxes comprises. C'est une demande de subvention à la DETR, à l'État, de 100 000 euros. Une demande de subvention au département de l'Indre, 75 000 euros. Une demande au Fonds de mobilité douce de la communauté d'agglomération à hauteur de 50 000 euros. Et de l'emprunt ou de l'autofinancement à hauteur de 333 480 euros pour la ville de Ferney. Donc ce soir, pour cette portion, il est demandé à ce conseil de solliciter pour ce projet de maillage l'aide financière de l'État dans le cadre de la DETR 2020, et ainsi que tous les autres organismes ciblés. J'ai parlé du fonds vélo et d'autres, si on peut le trouver, d'approuver ce plan de financement prévisionnel et de s'engager à prendre un autofinancement sur la part qui ne sera pas obtenue au titre des subventions, et d'autoriser le maire ou toute autre personne à signer les documents relatifs à cette opération. Je vous donne la parole pour ce premier sujet. Monsieur Kessler et Madame Franquet. Alors, en fait, je crois que Monsieur Mélan a demandé la parole avant moi. Mais enfin, je l'ai pas. Excusez-moi. Oui, Monsieur Mélan, par courtoisie, je lui donne. Monsieur Mélan, la parole est à vous. Non, c'était juste pour savoir s'il y avait un projet déjà ficelé et s'il était visible. Ben, vous avez un plan qui est annexé. Ce projet, il est non seulement travaillé par nos géomètres, parce qu'on n'a pas produit rien. Deuxièmement, il sera visible. Il fallait qu'on puisse accéder au foncier sur la partie tronçon 1, ce qu'on a fait, par une cession par une société suisse maintenant qui a acquis les terrains de la fin entre Novotel et le projet Garden Park. Donc, on a pu obtenir la vente à 1 € le mètre carré par cette société. Non, mais moi, ce que je veux savoir, s'il y a déjà un avant-projet de prêt, parce que c'est pas le dessin qui nous intéresse. Oui, alors avant de demander les subventions, on a quand même travaillé. Oui, on est sur une piste cyclable de 3 mètres à peu près de largeur. Ce projet avance techniquement. On n'avait pas la garantie du foncier jusqu'à il y a 10 jours. On l'a maintenant. Donc, ce projet technique vous sera présenté au prochain la prochaine mandature. Ok. Je reviens vers vous, Monsieur Mélan, mais aussi bien sur le tronçon 2 que sur le tronçon 1, dans le Garden Park, on avait déjà une réserve foncière qui était prévue, donc il n'y a pas de problème pour passer là, à ce niveau-là. Sur le tronçon 1, il fallait acheter le terrain, ce qui est fait. Sur la partie Novotel jusqu'au bâtiment de la douane, là, on est en accord avec le département et on a intégré cette portion et le passage. Il nous reste une petite bande entre le poste frontière et la borne. Et je suis en lien avec les propriétaires pour acheter une bande de 3 mètres pour faire passer justement la piste cyclable. Sauf que la piste cyclable, elle va arriver sur rien. Et là, le travail est actuellement relancé avec la ville de Mérin
avec ces nouveaux élus pour justement pousser l'État de Genève à avancer sur un projet que nous avons travaillé depuis 2014. Voilà le sujet de cette affaire. Aujourd'hui, ce qu'on nous demande, c'est de demander des subventions. Non, on a bien compris. Voilà. Nous, on voulait simplement voir comment ça fonctionnait au niveau du carrefour. Parce que c'est pas. Vous avez les plans. Alors, ça, sur les plans du carrefour, c'est fait. Bon, ça, les plans sont faits. Il faut rappeler que c'est complexe là-bas. On a dû racheter les terrains et on a difficilement avec le Novotel. Il faut rappeler qu'il y a eu des passages un peu particuliers. On a repoussé aussi le long de Bois Candide au maximum pour élargir la voie et permettre justement le passage aisé des piétons et des cycles. Si vous voyez sur le plan Grand Frais, il y a un petit dessin où on passe directement, on peut rentrer directement depuis Mérin dans la zone de Bois Candide et on peut continuer après. Et là, on est sur une piste cyclable. On n'est pas sur une bande. On est dans un site propre. C'était très important parce que la zone est quand même dangereuse. Okay. Ce qui est important, c'est cette volonté qu'on a tous de faire une circulation Versoix-Mérin la plus directe possible. Je donne la parole à Madame Franquet. Oui, moi j'ai pas mal de questions en fait. Par rapport à ce que vous venez de dire, donc c'est une piste bidirectionnelle de 3 mètres de large. Vous dites déjà à peu près 3 mètres. Donc, normalement, la norme, c'est 3 mètres, 1,50 m dans chaque sens. Et donc, si je comprends bien, elle sera du côté, enfin, disons, quand on va de Ferney à Mérin, elle sera au début sur la droite. Et il y aura une traversée à l'endroit du carrefour, c'est ça? Et ensuite, la piste sera sur la gauche? Bon, on ne sait pas. Madame Franquet, la piste, la piste, elle sera aux normes. Bien entendu, c'est 3 mètres. Mais nous avons racheté entre 4 et 5 mètres de terrain pour permettre un passage, une arborisation aussi et de mettre tout ça en sécurité. Nous avons déjà un trottoir existant. Alors, on verra entre le coup, soit de déporter le trottoir, soit de mettre la piste. C'est là où peut-être la question de François Mélan pour que la piste soit le plus adaptée possible. Mais c'est une piste. Donc, une piste cyclable, c'est 3 mètres. Et on a 1,50 m de trottoir qu'il faut préserver. Donc, on a de toute façon au moins 4,50 m à réserver sur le côté droit pour permettre aux cycles et aux piétons de circuler en toute sécurité. Et on reste bien sur la partie droite de la voie jusqu'au poste de douane. Ce qui se passe après dans la zone de Bois Candide, ce sont des pénétrantes. Et au double carrefour à feu, vous aurez, des feux qui seront aux normes pour que les vélos puissent passer en toute sécurité. Et oui, on entend peut-être ce que je dis, ce que tu dis. Oui. Okay. Donc, on est bien. Alors, pour vous rassurer encore, Madame Franquet, je vais travailler avec les associations de vélo et avec, Pro Vélo Suisse et les associations françaises pour travailler avec eux pour justement repenser s'il y a des choses à améliorer. On n'est pas dans un combat. L'idée, c'est qu'il fallait faire cette piste, trouver les moyens et le foncier disponible. Nous avons ce foncier, maintenant nous allons adapter au mieux cette piste, avec tout le monde. Justement, le deuxième point que je voulais aborder, parce que au dernier conseil municipal, vous avez dit que vous étiez prêt à travailler avec les associations. Donc, en l'occurrence, c'est Pro Vélo pour la Suisse et la PICI pour la France. Et donc, est-ce que vous engagez est-ce que on espère que la nouvelle municipalité discutera avec ces associations avant que tout soit bouclé? Parce qu'on voit pour la véloroute entre Ferney et Gex qui est en cours de travaux, on voit déjà des erreurs qui ont été faites, des erreurs banales qu'un cycliste aurait vu tout de suite parce que les gens qui ont conçu le projet ne sont pas des cyclistes. Et franchement, quelques heures de réunion auraient évité des erreurs de débutants. Enfin, je sais pas. Donc, moi, je m'engage jusqu'au 28 juin. Vous arriviez jusqu'au 28 juin, Madame Franquet. Bien entendu, je souhaite Je vais juste finir. Il faut vraiment que la future municipalité se mette à table avec les associations avant que le projet soit bouclé
pour qu'il soit encore temps de faire des modifications. Et on est en particulier très inquiet sur la traversée du carrefour, du double carrefour à feu. Alors, moi, ce que je peux dire, je ne peux pas m'engager pour le futur, j'aimerais, mais bon, si jamais l'élection se passe bien, moi, je m'engage de toute façon à travailler avec tout le monde, y compris les associations suisses et françaises, qui sont de bons conseils. Ben, très bien. Monsieur Kessler. Oui. Donc, c'est bon. De toute façon, ce projet de piste cyclable transfrontalier, là aussi, je pense que c'est d'avenir. Alors, ce qui est dommage, c'est que sur votre carte, enfin, votre représentation de la piste, effectivement, bon, elle s'arrête à la frontière. On peut pas trop imaginer comment elle se poursuivra derrière. Le transport dans les communes de demain, ça sera beaucoup d'intermodalité, donc de passage d'un mode de transport à un autre. Et de ce point de vue, donc travailler avec les associations, bon bah c'est une évidence, quoi, hein. Je crois que d'ailleurs la PICI s'intéresse depuis très longtemps à cette affaire de carrefour à feu, parce qu'il faut quand même dire que un carrefour à feu, enfin quand on roule à vélo, ça me semble un peu plus sécurisant qu'un rond-point. Le sujet, c'est aussi celui, pour moi, hein, de la démocratisation de la pratique du vélo, parce que en fait, pour tout le monde, avoir un vélo chez soi, je pense avec les nouvelles populations qui s'installent à Ferney aussi, c'est pas si évident parce que bon, le garage, le ci, le ça, il faut avoir un endroit pour mettre son vélo. Et puis parfois, il faut avoir un endroit pour le déposer. On a peur de ne pas le retrouver. Et je voulais savoir si vous aviez peut-être commencé à discuter d'un projet de vélo partagé sur cet axe, parce que moi, il me semblerait tout à fait adapté à ce genre de réflexion pour faire de l'intermodalité, justement, avec tramway, etc. Je me suis rapproché un peu de ce qui se fait avec la Haute-Savoie et je dirais l'autre côté du canton, où ils ont mis en place, je dirais, ces vélos services. Et moi, je souhaiterais qu'on puisse le faire avec tous nos amis. On a parlé de Grand-Saconnet, mais avec Mérin, bien entendu. Le travail sur Mérin, il avait déjà débuté avec l'ancienne mandature de Mérin. Les plans étaient faits, mais on a eu un gel du canton. J'espère que justement la nouvelle législature du canton de Genève sera plus ouverte au vélo. Monsieur Bartassa et ses équipes avaient refusé de travailler sur la partie suisse. Donc, malgré, je le dis, la volonté de la commune de Mérin d'avancer. Et on l'a regretté. Pour autant, le travail technique avait été fait par les services de l'État de Genève. Monsieur le même Bartassa qui voulait mettre un péage à l'entrée du canton de Genève. Madame Franquet. Oui, je voudrais savoir si on a une idée du délai de réalisation côté France d'une part et côté Suisse d'autre part. Vous avez vu, c'est 840 mètres de piste cyclable, hein, c'est pas rien. Derrière, je sais que la SPL a des velléités de faire passer des tuyaux là-dessous aussi, le réseau de chaleur. On ne sait pas trop comment ça fonctionne. Moi, j'ai pas envie de faire une piste, parce qu'une piste cyclable, c'est un gros travail, et puis d'après, de l'avoir creusé par la suite. Donc, il faut que je me rapproche de la SPL. Mais là aussi, pour le vélo, on ne sait pas ce qu'ils font. Donc, on verra, mais l'idée, c'est d'avancer le plus vite possible. Le budget 2021 devra être… on va déjà commencer parce qu'il y a déjà des achats de travaux. On a payé la partie carrefour à feu, parce que c'est dans les projets. Hein. Et là, il faut rappeler que la maîtrise technique, elle est au département, elle n'est pas à la ville. On a imposé les vélos là-bas. Mais la piste cyclable, elle ne sera pas sur le territoire de la ZAC, elle est à l'extérieur. Oui, mais la ZAC souhaite se brancher au CERN pour récupérer des calories. Et leur idée était de faire passer toute cette zone, et c'est plutôt intelligent, pour alimenter les nouveaux quartiers. Mais la discussion n'est pas encore aboutie, il me semble. Pour autant, nous, on ne va pas arrêter de travailler sur ces pistes cyclables en attendant la ZAC, il faut la faire.
voilà un peu le travail qui est fait actuellement, mais je souhaite que, en tout cas, la prochaine mandature inscrive ces projets, ou on l'inscrit déjà, sur les budgets 2020-2021. Y a-t-il d'autres questions, monsieur J'ai encore une question. Ah. Sur le plan national vélo, justement, qui a été décidé là, par le gouvernement, donc c'est qu'il y a quelques, je sais pas, dizaines de millions en jeu. Comment est-ce qu'on peut obtenir de l'argent de la part de, pouvoir puiser au pot de ce plan national vélo? Alors, nous avons sollicité le fonds vélo. Il y a 50 millions qui sont mis pour la France sur une durée assez longue. Mais comment dire, il faut des projets, je dirais presque définitifs pour leur présenter. Donc, on n'avait pas, dans le temps qui m'a imparti là, toutes les achats du foncier. Mais le fonds vélo participe surtout au projet des grandes villes. Mais on va les solliciter. On a déjà sollicité le fonds vélo. Ils nous ont dit ce qu'il fallait faire, mais on pourra revenir vers eux en 2021. On a été renseigné là-dessus, donc on sollicite, je dirais, tout. On a même essayé le fonds européen, FEDER, on n'était pas éligible sur cette zone-là. Étienne? Juste pour répondre à l'inquiétude de Mme Franquet et d'Apici, manifestement, sur le franchissement du carrefour à feu. Donc, je vous ai remis le plan qu'on avait reçu en mars 2019 déjà, parce que là, sur cette zone-là, les plans sont déjà bouclés. Et je crois qu'on en avait déjà parlé une fois, et il me semble qu'on avait déjà transmis à la même époque d'ailleurs. On voit qu'il y a quand même eu un effort assez particulier qui a été fait sur le franchissement de manière à ce que justement ce ne soit pas, comme on rencontre parfois, un passage un petit peu olé entre deux files de voitures, mais là on a un système avec des feux qui permettent aux vélos de passer en toute sécurité et en effet de favoriser le passage des vélos dans cette zone où actuellement c'est un coup de gorge pour être cycliste. On sait bien que cette zone-là, ça donne pas envie. Je veux dire. Mais là, il y a quand même une amélioration. On sent qu'il y a eu un travail un petit peu différent de ce qu'on rencontre dans d'autres carrefours où le vélo est le parent pauvre. Ici, ça n'a pas été le cas. Moi, je reviendrai. J'ai sollicité aussi l'agglo sur la liaison Prefsin-Ferney. La route qui est là où il y a beaucoup de piétons est un coupe-gorge. Les gens roulent très très vite. On devra s'interroger sur cette portion et la création aussi d'une piste cyclable, et en tout cas d'un trottoir pour cette zone qui amène de l'espace, je dirais, du Bois Candide jusqu'à Gambert, pour être précis. Parce que là, on a un lieu qui est vraiment intéressant pour le vélo aussi, mais on regardera ce que va faire l'agglo là-dessus. J'ai demandé à l'agglo ce travail. S'il n'y a pas d'autres questions, on va passer au vote pour cette première partie. Y a-t-il des oppositions à cette demande de subvention? Pas d'opposition? Pas d'abstention? Je vous remercie. Cette fois-ci, on passe à un deuxième sujet. C'est la même chose, c'est des demandes de subvention, mais ça concerne une opération que vous connaissez, c'est les loges au centre-ville, où on avait une rétrocession foncière. L'idée, c'est de retravailler tout un secteur dans le plan qui vous est fourni avec les 3 tronçons pour rejoindre l'avenue des Sports au chemin de Collet-Bossy, Collet, avec ces 3 tronçons. Le premier tronçon, les loges, on doit le faire assez rapidement parce qu'on est redevable au niveau urbaniste à ça. Sur le second tronçon, c'est vraiment le parking du Levant qu'on peut traverser et le reste, c'est de passer dans une opération privée avec Dynacité où on a des accords aussi. Donc, vraiment, on est dans cette volonté de liaison de la ville pour de la mobilité douce. Là aussi, on a 3 secteurs. Je l'ai défini tout à l'heure, entre l'avenue des Sports et le chemin des Fleurs, 130 mètres de long. Secteur 2, c'est chemin des Fleurs au chemin du Levant, 80 mètres de long. Et le secteur 3, chemin du Levant au chemin de Collet, 140 mètres de long.
Donc, on a un plan qui est assez détaillé. Là aussi, le budget est conséquent, hein. On est sur un coût de l'opération en TTC à 288 000 euros et on sollicite la DETR à hauteur de 49 000 euros, le département de l'Ain à hauteur de 36 000, l'AGLO à hauteur de 25 000 et pour la partie fernésienne, c'est 178 000 euros pour l'emprunt ou l'autofinancement. Là aussi, une volonté forte de continuer le travail de mobilité douce. Je passe à vos questions. Monsieur Kastler? Oui, sur ces tronçons-là, comment est-ce que vous comptez, enfin, peut-être que vous n'avez pas encore d'avis là-dessus, mais parce qu'on voit que ce sont des tronçons qui s'entrecroisent avec des routes où circulent les voitures. Bon, je suis pas certain de l'opportunité de mettre des feux systématiquement parce que quand même ce sont pas des zones si passantes que ça pour les voitures, mais il y a deux possibilités quoi. Soit on met un stop pour les voitures, soit un stop pour les vélos pour indiquer justement qu'il y a quand même un risque, un danger, parce que c'est en plus on a certains où la visibilité est pas évidente au moment du croisement. Donc et en plus on voit bien que c'est des mobilités qui peuvent être utilisées. Elles sont géniales. Enfin, ce tronçon-là est très intéressant, par exemple, pour les élèves, pour les jeunes. Bon, quand on est jeune, parfois, on roule avec des écouteurs sur les oreilles. C'est stupide, mais on le fait. Monsieur Kastler, vous connaissez le chemin de Collet. Vous voyez les collégiens ou les lycéens prendre le chemin de Collet dans tous les sens. L'idée, c'est de justement trouver des solutions où on sécurise tout ça. On a un travail sur l'ensemble des routes fernésiennes. La plupart seront à 30 km/h. L'idée, c'est aussi de les sécuriser, type Chaussidou. Il y aura une signalétique. On ne peut pas permettre des franchissements faciles. Donc, peut-être un travail matériel pour éviter justement qu'un vélo traverse comme un fou la chaussée. Alors, il y aura peut-être des panneaux ou d'autres systèmes pour réduire la vitesse des vélos dès qu'on va croiser ces voies. Il y aura aussi beaucoup de piétons dans ce lieu. Alors, on a des bandes qui sont relativement larges, c'est en plus de 4 mètres à 5 mètres. Donc, vélo et cycle peuvent très bien travailler ensemble et circuler ensemble dans ce secteur-là. Étienne? Si sur le raccordement du tronçon 1 à l'avenue des Sports, on arrive donc sur la véloroute là, qui est en train d'être construite. Est-ce que la CAPG a pour une fois anticipé quelque chose et a pris en compte ce projet qui est quand même là de longue date ou est-ce que pas du tout? Il n'y a pas de problème de jonction entre le véloroute et cette zone-là. Il y a le foncier qui est disponible et après, il y a le raccordement à faire. C'est rien. Le problème du véloroute, on l'a vu. Santé. Le véloroute, c'est aussi la difficulté qu'a l'AGLO de faire passer le véloroute à l'avenue des Sports, au forceps à des endroits, sans tenir compte des problématiques fernésiennes. Je l'avais dit, les bus, la pause des élèves par les parents. On a un problème aussi sur le raccordement au chemin du Gué. On n'a pas, avec l'AGLO, le même avis. Par contre, j'ai travaillé avec le maire de Collet-Bossy pour rejoindre justement cette route, cette piste cyclable ou cette bande cyclable que nos amis suisses vont réaliser jusqu'à la bande française. Donc nous, on va intégrer le petit bout qui amène jusqu'à la douane, le long du tennis club, pour faire ce premier branchement avec la Suisse. Monsieur Kastler. Et dans le même ordre d'idée, j'ai un scoop pour vous que vous connaissez sans doute déjà. J'ai beaucoup milité là, ces dernières années en tant qu'enseignant pour obtenir la possibilité d'accéder au lycée par une entrée plane, parce que c'est une loi de la République de permettre l'accès par une entrée plane aux établissements, les ERP, aux établissements recevant du public, parce que c'est une question d'égalité devant l'éducation aussi, de pouvoir recevoir des personnes en fauteuil. Aujourd'hui, le lycée de Ferney, c'est des escaliers et un ascenseur pour
des élèves dans cette situation-là. J'ai eu un collègue qui pointait légèrement, c'était très, très désagréable, cette situation. C'était même indigne en réalité. Et donc, on va avoir à terme, hein, visiblement d'ici l'été 2021, on va avoir la possibilité de rentrer au lycée par l'accès pompier actuel pour les personnes handicapées, avec une porte qui s'ouvrira et qui permettra l'accès aux salles de cours. D'où, en fait, je dis ça simplement parce que je pense que dans cette circulation là, piétonne et vélo, il faut intégrer aussi une réflexion sur la circulation des personnes en situation de handicap à partir d'un arrêt de transport en commun. Essayer de voir de faire en sorte que ça puisse être praticable pour des personnes qui sont dans cette situation-là en toute sécurité. Actuellement, c'est pas si sécurisant en vrai pour une personne qui serait dans cette situation. Et c'est marginalisant, quoi, parce qu'on sait bien que les jeunes, entre midi et 2, ils viennent manger plutôt dans le centre-ville et puis ils repartent, etc. Alors comment est-ce qu'un camarade qui serait en fauteuil pourrait suivre le même itinéraire et rester socialisé correctement? Je pense que c'est un vrai enjeu en fait. Donc voilà, je voulais juste signaler ça. Peut-être ça peut être mis quelque part comme une petite note dans ce projet sur les tronçons, la question de la place du handicap dans notre manière de penser le territoire. Alors, il faut peut-être rappeler que chaque année, une somme importante est mise dans l'accessibilité, et tant mieux. Moi, j'ai vécu ce que vous dites avec mes genoux fatigués. Je dirais l'escalier du lycée est une punition pour ceux qui ont, comme moi, quelques problèmes. Et l'accès à l'ascenseur est parfois très difficile, voire impossible. L'architecture de l'époque ne prenait pas en compte le handicap. Ce qui arrive aujourd'hui, c'est que le lycée et la région travaillent un peu seuls. Je vais me rapprocher d'eux pour voir leurs dessins, parce qu'on ne les a pas toujours, pour, si cette entrée se met en place, qu'on puisse coordonner le travail de la collectivité avec celui de la région. Mais je me réjouis qu'on le fasse pour les handicapés dans ce secteur. Ça veut dire qu'on devra modifier notre dessin. Donc, je dois me rendre à Lyon dans peu de temps pour parler d'hôpital. Donc, je parlerai aussi d'accessibilité. Y a-t-il d'autres questions? Madame Franquet et Monsieur Rigaud. Oui. J'ai d'abord une remarque concernant la véloroute, là, puisqu'il y a été fait allusion. C'est typiquement le genre de projet qu'on voit les travaux aboutir, c'est presque fini. Et l'association des cyclistes n'a absolument pas été consultée. Et ce n'est pas faute d'avoir demandé et à la communauté de communes, enfin à l'agglo et à la commune. Disons, nous, on voit arriver les travaux et on n'a pas une autre mot à dire. Donc, c'est franchement décourageant, quoi, parce que ça fait des années qu'on est oui, bien sûr, on est prêt à discuter et tout. Et en fait, rien du tout, aucune concertation. Et si j'ai bien compris, d'après les travaux que je vois, la véloroute, elle va passer devant le lycée du côté des immeubles et elle va passer sur le trottoir, c'est-à-dire là où les élèves vont attendre les bus. Donc, il y aura à nouveau un problème de cohabitation entre piétons et cyclistes. Bon, c'est vraiment dommage, quoi, qu'on puisse pas, ça soit pas possible de discuter avant que les travaux soient engagés. Donc ça, c'est une remarque. Et sinon, j'ai une remarque sur le point sur lequel on vote. La piste cyclable là, qui est prévue, elle va arriver chemin de Collet. Et il y a une petite portion entre l'intersection et l'avenue du Jura qui actuellement est en sens unique. Donc, la moindre des choses, ça sera de mettre le double sens pour les cyclistes, enfin, le contresens pour les cyclistes. Sinon, je ne sais pas comment. Sinon, il y aura un problème. Et moi, j'irai même plus loin. Je pense que ce chemin de Collet, il faut le fermer à la circulation automobile ou le restreindre peut-être aux riverains, je ne sais pas, mais ça va être vraiment problématique. Là, si on a beaucoup de vélos qui arrivent là, ça va être. De toute façon, tel que c'est configuré aujourd'hui avec le sens unique, ce n'est pas possible. Il faut au minimum un contresens cyclable. Le chemin de Collet est toujours problématique. Vous l'avez dit, moi j'attends aussi l'arrivée du BHNS. Les travaux avancent. Les secondes parties de travaux vont débuter sur cette partie-là. Et au vu de ce qui va se passer avec l'arrêt de bus qui va être au centre, bien entendu, le vélo aura toute sa place. On est en zone 30 partout à Ferney, donc le vélo en double sens
s'imposera dans certaines choses, dans certains coins. On doit repenser tout le plan de circulation de la ville. On s'en aperçoit régulièrement. Déjà, une grande partie de la ville va être passée en zone 30 et le reste sera en zone 50, avec une vraie diminution de la vitesse. Pour autant, on doit encore aménager. Je vois rue de Mérin. Alors, je vous annonce quand même l'achat d'un nouveau radar pour la police municipale, hein, pour le contrôle de la vitesse des voitures. Il devrait arriver dans le mois, avec des contrôles un peu plus fréquents de la vitesse des véhicules. Ça, c'est une chose. Et après, la pose de panneaux 30, qui est actée dans beaucoup de voies. On doit réfléchir aussi ensemble avec la population sur l'arrivée de Chaussy-Doux. Je parle de la rue de Versoix, je parle du chemin du Levant, je parle d'autres secteurs où on doit modérer la vitesse et laisser la place au vélo aussi. Il y a un vrai travail. Il y a aussi un plan sur le stationnement. L'histoire de l'avenue des Sports, c'est aussi sacrifier du stationnement. Et là, M. Kessler va hurler parce que, bien entendu, beaucoup d'élèves ne sont pas que fermésiens. Et on voit arriver une masse de véhicules très, très importante et une trentaine de bus. Donc, faire en parallèle, côtoyer une piste cyclable avec 30 bus. Contrairement à ce que vous avez dit, Madame Franquet, sur le côté droit, il n'y aura pas d'arrêt de bus. Là où la piste, je dirais, le véloroute est là, il n'y a pas de, on a reporté, il n'y a pas de stationnement et il n'y a que du piéton et du cycle. Le problème, c'est les arrêts minutes pour les parents qui n'a pas été bien pensé. Et on doit revoir la copie avec l'agglo qui avance aussi un peu seul dans ce temps. Monsieur Kessler. Oh, j'avais demandé la parole. Ah, pardon. Je ne t'ai pas vu, Pierre-Marie. Oh, bah, j'ai mon doigt levé depuis 2 minutes, j'en ai mal. Christine, je suis désolé de m'inscrire en faux sur tes affirmations concernant la concertation avec APICI, parce que je suis sur le site d'APICI et je vois que tu étais même présent à une réunion le 24 mai 2019 de concertation, y compris M. Loussi et M. Caglia, à l'agglo pour la concertation sur la véloroute. Donc, je veux bien que vous soyez peut-être pas assez entendu, mais tu ne peux pas dire que vous n'êtes pas écouté avant, puisque cette réunion de 24 mai de 2019, ça fait plus d'1 an, tu y étais. Oui, je peux répondre. Oui, mais à ce moment-là, on nous a dit le trajet dans Ferney-Voltaire n'est pas décidé. On est en discussion avec le maire et depuis, on n'a pas pu en discuter. Voilà, et on voit arriver les travaux et on n'est même pas au courant, on n'a pas pu voir les plans, on n'a pas du tout été concerté sur le trajet d'Enfernay. Ah, tu n'as pas précisé tout à l'heure, excuse-moi, tu n'as pas précisé d'Enfernay. On est au conseil municipal de Ferney. Tu as parlé de la véloroute. Moi, je veux compléter, Madame Franquet. L'agglo est rentré en discussion avec la région. La région a dit à l'agglo d'aller se faire voir au niveau du passage de la piste cyclable. Donc, le gros problème a été comment faire passer une piste cyclable à l'avenue des Sports. Moi, bien entendu, j'ai mis quelques vétos. J'ai rappelé qu'à l'agglo, qu'il y avait la plus grande cité scolaire de la région ici, avec des milliers d'élèves, et qu'on ne faisait pas n'importe quoi. Alors, le vélo, oui, mais je devais assurer l'arrivée des bus, une circulation et des vélos. Et tout ça dans un milieu contraint. D'autres demandes de parole? Monsieur Rigaud. Oui, merci. J'ai bien compris donc comment se découper en fait les trois tronçons. Il y en a un qui passe à travers en fait le sentier qui est aujourd'hui fait par les piétons, un second qui prend la place en fait de parking existant, un troisième qui est devant la réalisation et les chemins réservés déjà depuis très très longtemps. Et je m'interroge effectivement sur l'arrivée du tronçon 3 et donc le petit bout du chemin de Collet avec le double sens de circulation tel qu'évoqué par Madame Franquet. Je suis un petit peu étonné de voir qu'on n'a pas eu forcément une réflexion avant sur ce qui doit être fait et c'est ce qui sera fait, j'espère, dans les semaines à venir. La réflexion, on sait que les vélos vont quand même passer par le chemin de Collet. Après, on est sur des sites plus propres. On va repasser. Alors, est-ce qu'on peut faire un site propre sur le chemin de Collet? Pourquoi pas? J'attends, je le dis aussi, le BHNS. Le BHNS n'a pas encore, le département n'a pas encore acheté le foncier dans ce secteur.
On a eu 3 réunions depuis quelques semaines avec eux pour préciser un peu les choses. J'ai posé même la question, j'en parle à Mme Franquet, de faire, je dirais, cohabiter, beaucoup de villes le font, Genève le fait, bus et vélo sur la RD 1005. Genève fait circuler du vélo sur les pistes, sur les boulevards où bus et vélo cohabitent. Alors c'est dangereux. Mais certaines villes le font. Je pense qu'en descente, ça ne doit pas être un souci, mais en montée, oui. Voilà, c'est tout un travail qu'on demande de faire. Je sais qu'à Pissy, vous souhaitez repenser la RD 1005 avec le BHNS. On a un milieu assez contraint, on n'est pas si large que ça. Et la zone en question où vous parlez de l'arrivée du chemin de Collet, c'est 32 mètres de large l'emprise du BHNS. Donc, on va encore réduire le chemin de Collet. Hein. Mais ce n'est pas idiot de penser qu'il peut y avoir aussi un lieu pour stocker des vélos près du plus grand arrêt de bus du Pays de Gex, qui est là. Hein. Donc, on devra penser globalement le vélo dans ce secteur. Et quand vous voyez arriver cette zone-là, il faut la penser comme une gare à vélo dans le futur. Pierre-Marie et Étienne. Non, c'était Étienne avant. Puis après, il y a Jean-Louis Kessler. C'est bien aimable. Oui, juste sur la question de l'aménagement du petit bout du chemin de Collet qui bloque. Il ne faut pas oublier non plus qu'on a une OAP sur toutes les villes là qui sont à cet endroit-là. Donc l'immobilier va changer. Dans les négociations qu'on aura avec les promoteurs immobiliers, il est tout à fait possible aussi de discuter du passage, de comment est-ce qu'on peut faire passer une piste cyclable et du nombre de voies de circulation attribuées à chaque mode de circulation à cet endroit-là. C'est encore un tout petit peu tôt pour en parler puisqu'il n'y a rien de fait encore à cet endroit-là. Mais on a une OAP et on sait qu'on aura des opportunités de redéfinir éventuellement des gabarits à l'occasion de la construction de cet ensemble qui aura lieu un jour. Pierre-Marie. Oui, toujours concernant le chemin de Collet, le choix qui a été fait par la municipalité précédente, c'était de favoriser un cheminement doux qui passait entre l'opération Les Loges et les anciens HLM. On voit que c'est un chemin qui sera confidentiel parce que les collégiens, lycéens, la plupart utilisent le chemin de Collet. Le choix qui a été fait à l'époque, c'est de faire un chemin à l'autre côté des immeubles et au lieu de prendre de l'emprise sur le chemin de Collet en faisant un emplacement réservé dans le PLU, par exemple, ce qui est malheureux que ça n'a pas été fait parce que les collégiens et lycéens passeront toujours là. Et si un jour quelqu'un décide de priver la jonction dans le sens chemin de Collet, direction de centre-ville pour les autos, ça coupera encore plus la ville en deux parce que les jonctions entre le côté ouest de Ferney et est sont assez peu nombreux. Il n'y a plus de demande de parole. Ici. Monsieur Kessler. Et puis, mais non, oui, c'est écrit tout petit, oui. Monsieur Kessler, après Monsieur Mélan. Monsieur Kessler. Oui, je voulais juste dire à ce sujet qu'effectivement, il va y avoir même si vous dites que on fera au mieux pour la cohabitation des transports en commun et des vélos, des voitures, etc. Ce qu'il faut bien voir, c'est que le carrefour en réalité entre le chemin de Collet et puis l'avenue des Sports, quoi. Ça va devenir une zone en termes de sécurité qui va devoir faire l'objet d'une réflexion particulière et notamment peut-être il y aurait une réflexion à avoir sur le fait que l'entrée basse pompier au niveau du lycée, vu qu'elle va être modifiée, il puisse y avoir une sorte de parvis, un peu comme il y en a un au-dessus, qui permettent aux parents qui viennent amener leurs enfants, notamment les parents des primaires, dans le cadre des sections internationales, de pouvoir attendre leurs enfants en situation de sécurité. Et puis ensuite, j'avais une petite question au-delà de ça, c'est il y avait aussi on avait beaucoup discuté du positionnement de l'arrêt de bus sur des sports qui étaient censés descendre ou monter, etc.
j'avoue que j'ai un petit peu perdu le fil où on en est exactement par rapport au positionnement de cet arrêt de bus. C'était Monsieur Lee qui suivait l'affaire à l'époque. Ça concerne Monsieur Lee, mais résultat ma question. Si Monsieur Lee veut répondre. Oui, donc l'arrêt de bus a été légèrement décalé. Sur la partie basse, elle est redescendue à vue de nez de 80 mètres à peu près, qui donne plus sur l'axe des stationnements de l'entrée du lycée actuel. À l'époque, elle était beaucoup plus haute. Elle était vraiment vers le départ de l'avenue des Sports, sur la partie haute, à la sortie du rond-point. Et maintenant, elle a été décalée légèrement en contrebas à 80 mètres et qui donne à peu près en symétrie sur l'entrée du lycée. Voilà. Qui correspond à vos demandes, M. Casper, d'avoir un arrêt de bus face pour les problèmes de handicap. Pour reprendre les propos, ce qui avait été visé à l'époque, c'est si on prend chemin de Collet, c'est quand même le centre sportif. On a une voie directe. Si on regarde les tronçons, on arrive face à l'entrée des sports. C'était aussi une visée d'avoir une mobilité douce. Certes, le lycée, c'est une chose, mais pour les Fernésiens, d'avoir un lieu direct pour rentrer sur cette zone sportive, la piscine en particulier, c'est assez intéressant. François Mélan. Pour rappeler que dans le plan local d'urbanisme, il était prévu une liaison de la planche brûlée jusqu'au centre sportif, en passant par l'avenue Voltaire. Donc c'est dans cette logique-là que la réservation a été faite le long des loges. Pour quelle raison on veut pas on a été obligé de laisser les véhicules sur le chemin de Collet? C'est que les copropriétés existaient et qu'on était bien obligé de permettre l'accès aux copropriétés. Et maintenant, j'ai une question. Est-ce que vous avez pris contact avec M. Chagnoux pour le No Man's Land du feu qui pourrait servir utilement à une piste cyclable? Monsieur Mélan, je vais vous répondre. Vous avez été maire pendant 6 ans. Mais avez-vous pu négocier avec M. Chagnoux? C'était une question. C'est ma réponse. Étienne. Oui, juste on parlait de l'aménagement bas là, du lycée, quoi. Lycée-collège, comme moi je suis au conseil d'administration du collège où je représente le CIOM, j'avais eu l'occasion d'aborder la question il y a quelques années quand l'intégralité des grillages a été refait. Et à l'époque, la proposition de faire un accès en bas n'avait pas suscité l'enthousiasme de l'équipe de direction et des représentants de la région. Après, l'équipe de direction changeant, peut-être, mais en fait, le problème d'aménager un parvis, ce qu'ils voyaient eux, c'est évidemment la perte de foncier à cet endroit-là, alors que c'est, tu le sais bien, là où ils construisent actuellement tous les nouveaux préfabriqués. Et donc, en fait, ils ne veulent pas perdre cet emplacement-là. Et alors, il y a peut-être un petit espoir à faire avec le bout de chemin que la mairie a racheté. Mais je sais qu'à l'époque, on avait été jeté quand on avait proposé de faire un aménagement bas. C'était, je pense, il y a 4 ans. Voilà. Et on nous avait dit, non, c'est pas possible, on maintient l'accès en haut. Très bien. Moi, ce que je peux me réjouir, c'est que peu à peu, et c'est long, on est arrivé à cette liaison Versoix-Mérin. Il y a eu, pendant ce mandat, le travail qui a été fait à la résidence Voltaire. On a pu percoler au hameau et à la planche brûlée pour faire un lien. Et mine de rien, avec ce dernier tronçon, on arrivera, bon an, mal an, à faire cette liaison. Alors, c'est pas facile, il y a encore beaucoup de travail et ça demande du temps. Et il faut dire que l'urbanisme, vous touchez à la propriété, il faut négocier, il faut acheter, et c'est complexe. Là, ce qui vous est proposé aujourd'hui dans ces deux demandes, c'est d'avancer justement sur cette liaison, et c'est ça l'intérêt. Et on a encore beaucoup de travail on a plein de zones à Ferney où on peut faire passer des choses. Mais là, pour moi, c'est structurant. Le chemin de Collet est complexe, où François Mélan l'a dit. On a beaucoup de copropriétés, on en a beaucoup d'accès. On aurait souhaité que ça passe autrement. Voilà. On est en train de retravailler aussi sur l'avenue des Sablonnières, qui est aussi une zone à enjeu pour faire passer de la mobilité douce. Pour l'instant, c'est ça. Après, ce sera des choix que nous devrons faire sur la place du vélo et du stationnement. Il n'y a pas
Si on prend la route de Mérin ou dans le centre-ville, il n'y a pas de place. Donc, c'est ou du stationnement ou c'est autre chose. Voilà, ce sera des choix politiques et courageux à faire. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais demander de passer au vote. Y a-t-il des oppositions par rapport à cette demande de subvention? Pas d'opposition? Des abstentions? Je vous remercie. Vous avez eu aussi toutes les décisions prises en mai 2020 dans vos poches. Et je vais passer aux questions orales. La parole est à Ferney Avenir. Oui. La première question, elle concerne le plan local d'urbanisme intercommunal. Est-ce que le PLUIH est déjà exécutoire? Sinon, quand est-ce qu'il le sera? Et est-ce que vous avez envisagé de former un recours? Alors bon, je sais que vous avez la réponse parce que vous avez demandé ça à l'aglo, mais je vais la reprendre. Hein. À la lecture des ordonnances, je lis exactement leur réponse, hein, des ordonnances successives concernant la suspension des délais pendant la période d'état d'urgence, Monsieur le préfet de l'Ain peut formuler des demandes de modification du PLUIH jusqu'au 17 juillet 2020 inclus. Si nous ne recevons pas de demande formulée par Monsieur le préfet, le PLUIH entrerait en vigueur le 18 juillet 2020. Les recours peuvent être engagés jusqu'au 24 août 2020 inclus. Pour la seconde demande, c'est la commune a-t-elle formé un recours? Nous avons étudié la possibilité d'un recours suivant la position du préfet. Et j'attends cette position du préfet. Les recours peuvent être engagés jusqu'au 24 août inclus. Et en tout cas, moi, je me réserve le droit de le faire. Voilà la réponse aux deux premières questions. Question suivante. C'était Didier Rigaud. Didier? Oui, voilà. Donc, l'autre question était relative en fait au centre commercial Altaria Cogedim, dont vous avez soutenu l'appel d'offres. Et lors du dernier conseil municipal de mars, donc vous avez donné des explications incomplètes sur les raisons de la nouvelle consultation du public. Est-ce que vous pouvez nous dire si l'augmentation de 40 000 à plus de 60 000 m² de la surface commerciale est l'une des causes de l'actualisation de l'étude d'impact? Et pouvez-vous en complément nous préciser les dates de fin de consultation du public et de signature aussi du permis de construire? Alors oui, c'est l'augmentation de la surface initiale qui était de 43 900 m² en passant à 63 900 m². C'est une augmentation de 23 900 m², ainsi que l'augmentation du parking souterrain qui passe à 1600 places. C'était une augmentation de 300 places de stationnement supplémentaires. Ces évolutions étaient susceptibles de modifier les impacts potentiels du projet. L'étude d'impact de la ZAC devra être actualisée pour la partie comprenant le projet commercial localisé sur le secteur de la poterie. Cela conformément à l'article L123-19 du Code de l'environnement. Cette actualisation fait actuellement, il y a une procédure de mise à disposition du public par voie électronique. Alors, les dates de consultation du public et la signature du permis de construire, parce que c'est la question que vous m'avez posée. Alors, la participation du public par voie électronique est prolongée jusqu'au 14 juin, suite à une ordonnance due aux périodes d'urgence sanitaire. De même, cette fois-ci, le délai d'instruction du permis de construire est prorogé. Il arrive à échéance le 23 juillet 2020. Il peut être signé ou refusé s'il n'est pas conforme au permis. Pour l'instant, ce permis est toujours à l'étude. Question suivante. Oui. Frédéric. Je pose la question en rapport
au vandalisme à la mairie et au fait que vous avez déclaré dans la presse que le budget de réparation était aux alentours de 80 000 euros et que c'était dommageable pour la commune, mais on s'étonne du fait que l'assurance ne pourrait pas jouer pour couvrir ces frais. Alors bon, l'assurance doit jouer, je n'ai jamais dit que l'assurance ne jouerait pas, hein. Un cabinet d'experts est passé le 15 mai pour relever les dégâts et j'irai nous interroger. On attend toujours son rapport. Pour le moment, toutes les entreprises que nous avons sollicitées, je ne vais pas les citer, ont décliné ou ne pas répondu à notre demande de rendez-vous pour devis. C'est une problématique gestienne, ça aussi. On avait la volonté de réfléchir aussi à l'avenir de cette paroi, avec soit le remplacement à l'identique par des panneaux spécifiques, en particulier sur la partie basse qui a été cassée plusieurs fois. Nous avons sollicité l'architecte des bâtiments de France, qui nous a répondu qu'il fallait solliciter cette fois-ci l'architecte d'origine, M. Argot. Cette façade a été décidée en 1991. Monsieur Argot a quitté la région, je crois qu'il vit en Bretagne, mais on ne l'a pas trouvé. Donc voilà, c'est assez difficile. Pour l'instant, on n'a pas trouvé d'entreprise en capacité de remplacer les vitrages, comme au conservatoire, parce que l'entreprise du conservatoire a disparu et on a eu beaucoup de problèmes suite à des malfaçons et aux casses. Donc on voit bien que c'est compliqué ce chantier. L'entreprise court cette fois-ci à effectuer la réparation du vitrage du sas d'entrée, ça a été fait. Pour le restant, nous devons trouver l'entreprise et actuellement c'est très difficile. Alors, en tout cas, toutes les entreprises locales ne souhaitent pas répondre. On va chercher un peu plus loin pour voir, pour changer ces vitres cassées. La suite. Oui, c'est moi qui pose la dernière question. Il y a quelques très vieux chênes magnifiques à Ferney-Voltaire, dont certains au bout du parc de la Tire, le long de la rue de Mérin. Et il y en a un qui a été très sévèrement élagué, enfin, même de manière, enfin, je ne connais pas grand-chose en taille des arbres, mais ça paraît un peu assez brutal. Enfin, en tout cas, le résultat n'est pas très beau pour le moment. Donc, je voulais savoir pour quelles raisons ce chêne a été taillé. Est-ce que c'est je suppose, des raisons sanitaires? Si oui, est-ce qu'il y a eu une évaluation qui a été faite par un expert? Alors oui, bien entendu, notre expert forestier est passé, hein, on ne fait pas ça. Le chêne en question, il fait partie d'une série de 6 chênes qui sont relativement âgés et plutôt abîmés, pour certains touchés par les capricornes. D'ailleurs, si vous allez au pied des chênes, vous verrez les tonnes de sueur qu'il y a. Donc, on a souhaité pas une coupe, parce qu'on attendait un petit peu de savoir ce qui allait se passer. Donc, l'expert forestier nous a demandé de faire un élagage sévère sur tous les bois morts, parce que beaucoup de branches sont mortes, et présentent un vrai danger pour le parc et pour, je dirais, pour la population. Donc, on continuera ça. Et on a constaté l'arrivée d'insectes habituels, hein, dans ce type de choses, des gros capricornes qui ont attaqué la plupart de ces arbres. On souhaite renouveler ces chênes et on va commencer par planter deux nouveaux chênes dans le secteur et on prépare à l'automne ces plantations. Donc, il faut s'attendre à un renouvellement de ces arbres. Mais je ne sais pas si je peux intervenir. Je trouve que le Madame résultat, d'un point de vue esthétique, n'est pas très heureux. Je pense qu'on aurait pu tailler. Enfin, là, franchement, ça fait mal de voir ce pauvre arbre avec ces espèces de moignons là. Moi, je ne suis pas spécialiste dans la taille. On a fait venir une entreprise spécialisée. On a fait venir un expert. Moi, si je pouvais les préserver, je serais comme vous, Madame Franquet. Je ferai tout ce que je peux pour sauver ces arbres. Pour autant, ils présentent un vrai danger. Et ceux qui connaissent la rue de Mérin, on a vu, il y a eu un accident terrible sur la RD 35 avec une personne qui a fini
je dirais, paralysés. Moi, je veux pas ça. Il y a des enfants qui sont dessous. Donc, la vérité, c'est qu'on a pris les précautions avec l'entreprise spécialisée, avec notre expert forestier que vous connaissez bien, c'est quoi ça. Et à chaque fois, on fera ce qu'il y a à faire. Mais on a le même problème sur l'allée du château, où on a des arbres qui sont fragiles. Et là, autant on a un chêne, vous l'avez vu à l'entrée, qui est très très fatigué. Quelle est l'idée? Est-ce qu'on doit le couper à l'automne ou le remplacer? Peut-être ça sera le cas. Mais sur ces beaux chênes qui sont magnifiques, mais qui sont très vieux et très abîmés, qu'est-ce qu'on doit faire entre la sécurité ou les laisser comme ça? Moi, j'ai pris mon parti de la sécurité. C'est complexe. J'ai une question d'Étienne. Bonsoir. Ma question portait sur la réouverture des écoles, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'on est quand même dans un territoire un petit peu spécifique de ce point de vue-là, dans la mesure où en Suisse, les écoles ont ouvert bien plus fort qu'en France, ce qui fait que pour toute la population de chez nous, on a quand même d'une part pour certains des pressions fortes pour pouvoir réaccueillir, pour qu'ils reprennent le travail et que donc ils n'aient pas leurs enfants à garder. Et puis, il y a aussi un côté, je dirais, de regard avec ce qui se passe à 500 mètres de chez nous qui pousse les gens à souhaiter un retour rapide à l'école. Donc, ma question, c'est est-ce que vous pouvez bien nous faire le point sur la situation de reprise dans les écoles fernésiennes et puis nous informer un petit peu des mesures que la municipalité a pu prendre pour permettre justement une réouverture de services publics à tous et pas seulement à quelques élèves triés sur le volet. Merci. Moi, je vais donner la parole à Valérie Mouni, qui maîtrise parfaitement le sujet. Si ce n'est que dire que la mairie là-dedans, on n'est pas celui qui ouvre et ferme les classes. C'est bien l'éducation nationale qui est responsable, et avec l'IEN, l'inspecteur, qui décide ou pas de l'ouverture et du nombre d'enfants accueillis. Tout ça est très compliqué, mais Valérie, explique-nous tout ça. Merci Valérie. Alors, bonsoir à tous. Vous m'entendez là? Du coup, la décision en fait de réouvrir les écoles fait suite à l'annonce gouvernementale du 7 mai. Alors, nous avons une problématique, c'est de suivre le protocole sanitaire qui a été annoncé par l'Éducation nationale. C'est un protocole de 68 pages, pour la petite histoire. La décision, après, elle vient d'une concertation tripartite entre le sous-préfet, l'inspecteur d'éducation nationale, pour nous c'est l'inspecteur GEX Sud, et puis la mairie. Il nous demande notre avis. Ensuite viennent les décisions des enseignants qui, en fonction du protocole sanitaire à mettre en place, c'est-à-dire les gestes barrières, la distanciation, etc., on ne peut pas accueillir plus de 10 enfants par classe. En plus de tout ça, il y a aussi les enseignants qui ont des droits de retrait. Il faut jouer aussi avec le volontariat des familles parce que c'était aussi une décision gouvernementale que ce soit sur volontariat des familles. Donc, nous avons accueilli. Alors, tout ça, c'est vraiment pour les discussions avant l'ouverture des écoles. Des discussions qu'on a eues aussi en visioconférence pendant le confinement, dès qu'on a appris que les écoles allaient être ouvertes. On a eu des discussions avec le corps enseignant, des parents d'élèves concertés, des délégués de classe, ainsi que l'inspecteur d'académie. Et nous avons commencé à prendre des décisions sur les enfants qui pouvaient être accueillis en classe. Donc, dans un premier temps, l'inspecteur avait un peu peur pour les petites sections. Et puis, d'un commun accord avec le préfet et nous, et puis les enseignants surtout, on a choisi de prendre les CP et les CM2. Ça, c'était pour la première reprise. En fait, la reprise s'est passée sur 3 étapes. Il y a eu la reprise du 14 mai, la reprise du 2 juin, et puis la reprise aujourd'hui. Donc, le 14 mai, c'était uniquement les CP, les CM2 et pas tous les jours. Et ça, c'était un choix de chaque école en fonction du nombre d'élèves accueillis sur volontariat des familles. C'était soit le lundi, mardi, soit une semaine complète à chaque école de faire son organisation.
Le 2 juin, on a rajouté les grandes sections. Alors, quand je dis on, c'est le corps enseignant a rajouté les grandes sections. Et puis, à partir du 8 juin, donc aujourd'hui, l'école est ouverte à tous les niveaux, sur volontariat aussi des familles, jusqu'au 22 juin, voire la fin d'année. Et c'est aussi un fonctionnement différent entre Calas et Florian. Pour l'Interco, c'est pareil, ils ont ouvert à tous les niveaux et c'est sur volontariat des familles. Alors, on accueille à peu près une centaine d'élèves sur Calas et il y en a une soixantaine mais pas tous les jours, sur Florian. On a, depuis le début du confinement, accueilli tous les élèves du SMA, c'est-à-dire les enfants qui font partie du personnel de crise. Et ça continue encore en ce moment avec l'augmentation de la liste de tout le personnel encadrant, enseignants, périscolaires, etc., qui a complété la liste du SMA de base qui était le personnel médical. Et tous ces enfants-là sont accueillis maintenant dans nos écoles. Alors, ce qu'on a mis en place pour respecter le protocole sanitaire de l'éducation nationale, enfin du gouvernement, ça a été de prendre la température des enfants à l'entrée de l'école. Alors, les enfants doivent être accompagnés des parents. S'ils ont plus de 37,8 de température, ils ne peuvent pas rentrer dans l'école et ils sont aussitôt repris avec les parents. On demande aux parents de les ramener chez eux. Si un enfant a une température supérieure à 37,8 en cours de journée, il est isolé dans une infirmerie d'un des établissements Calas ou Florian. Et puis, les parents sont contactés et doivent venir leur chercher. Pendant l'école, sur le temps scolaire, les enfants sont séparés, sont assis à des tables en respectant les distances 1 mètre d'écart chacun. Dans la cour, c'est pareil, il y a pour faire l'appel des croix qui sont posées au sol. C'est assez anxiogène, je dois dire, mais on respecte simplement le protocole sanitaire. À l'entrée de l'école, on a aussi du gel hydroalcoolique pour que les enfants se désinfectent les mains régulièrement. Et puis, les enseignants emmènent les enfants se laver les mains plusieurs fois par jour. Au début de la réouverture des écoles, la cantine n'était pas ouverte, donc les enfants devaient apporter des paniers repas. À partir d'aujourd'hui, seulement le service restauration est ouvert et les enfants peuvent manger chaud au sein du restaurant scolaire. Alors, on n'a pas mis le self en place parce que c'est trop difficile. Les enfants, du coup, ne respecteraient pas les gestes barrières. Donc, les enfants sont servis à table. Et est-ce que j'ai oublié de vous dire quelque chose par rapport Alors, pour les enfants dont les parents ont choisi de ne pas les faire réintégrer l'école, la poursuite de scolarité via les ordinateurs et visioconférences, etc., continue. Nous avons également, pendant le confinement, fait appel à plusieurs sociétés ou fondations pour obtenir des ordinateurs et tous les enfants qui n'avaient pas d'ordinateur pendant le confinement se sont vus attribuer un ordinateur pour suivre la fin de la scolarité à la maison. On a distribué 17 ordinateurs cette semaine à tous ces enfants-là qui étaient dépourvus de matériel informatique. Pour les enfants qui n'ont pas de connexion Internet, ils ont eu une clé USB sur laquelle étaient programmés tous les cours. Du coup, ils peuvent suivre les cours, les devoirs, les exercices. Les exercices sont faits, enregistrés sur la clé, rendus aux enseignants pour compléter, etc. Donc, le suivi, on est bien rodé là et je pense que le suivi est correct. Et normalement, à ma connaissance, il n'y a plus d'enfants qui n'ont pas d'ordinateur, qui n'ont pas les outils pour travailler correctement s'ils le souhaitent. Pendant les vacances, on pourra laisser des ordinateurs à certains enfants qui auront pris du retard et dont les parents voudront suivre également le programme scolaire qui a manqué. Et tous ces enfants sont suivis après par l'EVS, l'espace de vie sociale, avec Pierre Portalier qui prendra la relève en soutien scolaire. Merci Valérie. Pour l'organisation qu'on a mis en place depuis le confinement. Merci Valérie. Moi, je tiens à remercier le personnel qui a assuré en partie le SMA depuis le mois de mars. Et vous avez tous compris que c'est vraiment au jour le jour qu'on doit avancer sur les écoles. Et merci à toi Valérie pour ce travail. Et je m'inquiète aussi pour la rentrée de septembre. On verra comment tout cela va s'organiser, donc on doit le prévoir.
Certains d'entre vous nous ont rejoints en cours de conseil municipal. Moi, je voulais vous dire un grand merci pour ces 6 ans, même plus de 6 ans de travail d'élu, qu'on soit dans la majorité, dans la minorité. Et merci pour votre implication pour la ville. Il y en a qui vont quitter les mandats. Merci aussi pour eux et puis bonne chance aux autres. Voilà, et à bientôt. Pour 2 annonces, vous savez que les élections auront lieu le 28, si le gouvernement le veut bien. Et si tout se passe bien, le conseil municipal d'installation sera prévu le 3 juillet à 19h. Voilà mes annonces. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée, le meilleur pour vous et vos proches. À bientôt. Bonne soirée. Bonne soirée à tous.